Parfait. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous en très bonne santé, ainsi que vos proches. Donc, aujourd'hui, on va continuer sur la même lancée. On est encore au niveau du dernier chapitre. C'est le chapitre de l'analyse syntaxique. Et avant d'aborder l'objectif de cette séance-là, je vais profiter pour faire un petit rappel concernant les objectifs qui ont été déjà vus la semaine dernière. Bien, donc, euh, notre but au niveau de ce chapitre, qui est l'analyse syntaxique, c'est de construire un analyseur qui est prédictif. Qu'est-ce que ça veut dire, analyseur prédictif? Ça veut dire il va essayer de connaître à l'avance, il va prédire, il va essayer de deviner à l'avance quel est le symbole qu'on va le rencontrer et quelle est la règle qui va être utilisée pour essayer de connaître un tel symbole. Donc, pour ce faire, on doit calculer tout d'abord le premier de chaque nom terminal et le suivant de chaque nom terminal. Mais en fait, c'est quoi le premier? Le premier, c'est un ensemble de symboles terminaux qui peuvent commencer, voilà, avec lesquels peut commencer un symbole non terminal. Donc, c'est quoi le premier? C'est un ensemble de symboles terminaux avec lequel peut commencer un symbole non terminal. Par contre, l'ensemble suivant, c'est un ensemble de symboles terminaux aussi, mais ce sont les symboles qui viennent juste après un symbole non terminal. Donc, on a dit que epsilon n'appartient pas au symbole suivant. On ne peut jamais trouver epsilon au niveau de l'ensemble des suivants. Et on a le dollar qui est le symbole, qui est la marque de fin de chaîne. Il est toujours parmi les suivants de l'axiome. Donc, ça, c'était grosso modo le premier et le suivant. Donc, comment on a calculé déjà le premier et le suivant? Je vais prendre quelques petits exemples. Je suis encore dans le cadre d'un rappel. Donc, prenons la grammaire S qui donne, euh, par exemple, A ou B. A qui donne petit b, grand B, et B qui donne petit a ou C. Donc, au niveau de cette grammaire-là, le premier de S, c'est le premier de A, union le premier de B. Pourquoi? Parce que le premier de A, on a la règle S qui donne A, et le premier de B, on a la règle S qui donne B. Donc, c'est un OU. S qui donne A ou B. Donc, le premier de A, c'est petit b. Ceci d'après la règle A donne petit b, grand B. Le premier de B, c'est petit a ou bien petit c, parce qu'on a la règle plutôt B donne petit a et on a la règle B donne petit c. Est-ce que c'est clair à ce niveau ou non? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Parfait, très bien. Donc, ça, c'était une première application. On peut modifier la même grammaire pour avoir plus de cas possibles et voir quelles sont les modifications à faire. Donc, par exemple, si on a une deuxième... Donc, on n'a pas calculé finalement le premier de S, hein. Donc, le premier de S, ça va être A, B et C. Bien.
Pour le suivant de S, on sait tous que le S est un axiome. Donc, parmi ces suivants, il y a le dollar. Bien, est-ce qu'on a un autre S au niveau de la grammaire? Non. Donc, ça va être seulement le dollar qui est le suivant de S. Le suivant de A, c'est quoi? C'est le suivant de S. Comment on a pu détecter ça? Parce qu'on a la règle S qui donne A. Le A, il est le dernier élément à droite, donc son suivant, c'est le suivant de la source. Donc, comme on a déjà parlé de ça, si vous avez un nom terminal qui se trouve comme étant le dernier symbole à droite, alors son suivant C'est, est le même suivant que l'axiome. c'est, Oui, oui, Louis. mais normalement, suivant DB ou de la. On a deux règles. S donne A ou B. Regarde bien. S donne A ou B. Ah oui, S donne A ou B. En fin de compte, ce sont deux règles. S donne A et S donne B. Ici, et, on est en train de calculer le suivant de A. Donc, on prend en considération la règle S qui donne A. C'est clair? oui, c'est clair. Parfait. Donc, le suivant de A, c'est le suivant de S. C'est le dollar qu'on a déjà calculé. Le suivant de B maintenant, on a deux B au niveau de notre grammaire. On a le premier B qui se trouve au niveau de la règle de S. Donc, le suivant de B, c'est le suivant de S parce qu'on a la règle S donne B, union le suivant de A. Pourquoi? Parce qu'on a la règle A donne petit b, grand B. Donc, dans les deux cas, regardez bien, le B, il se trouve le dernier élément à droite, donc le suivant de B, c'est le suivant de A. Et dans cette règle-là, le B, il se trouve comme étant le dernier élément à droite, donc le suivant de B, c'est le suivant de S. Finalement, ça va être la même chose puisque le suivant de A, c'est le même suivant que le S, ça va être le dollar. Est-ce que c'est clair? Oui, Hmm. oui, monsieur. Parfait, très bien. Donc, on change un petit peu la grammaire, on apporte quelques modifications au niveau de notre grammaire. Donc, S donne petit a, plutôt A, B. On n'a pas le ou ici, on a directement A, B. Le A qui donne B, B ou epsilon, et le B qui donne par exemple A, S ou C, B, encore un B, CBB par exemple. Donc, pour calculer le premier et le suivant de chaque partie, donc le premier de S, c'est le premier de A. Puisque on a A qui donne epsilon, donc certainement on va utiliser le premier de B. Donc pour être sûr, on doit connaître tout d'abord le premier de A. C'est quoi le premier de A? C'est B et epsilon. Le premier de B, c'est A et C. Donc, vu qu'on a epsilon au niveau de la règle, au niveau du premier de A, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier de S, c'est le premier de A, privé de epsilon, union le premier de B. Donc, le premier de S, c'est premier de A privé de epsilon, c'est petit b, union le premier de B, on l'a déjà calculé, c'est A et C. Donc, en tout et pour tout, on va avoir A, B et C. C'est bon? Puisqu'on a epsilon parmi les premiers de A, alors on va passer voir le premier de B, qui n'est autre que le suivant de A. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur, c'est clair. Parfait. Bien.
Maintenant, le suivant de S. Le S, c'est un axiome. Donc, parmi les axiomes, parmi les suivants de l'axiome, on va avoir $. Et est-ce qu'on a un autre S? Oui, on a le S qui se trouve au niveau de la règle de B. Donc, c'est le $, parce que S, c'est un axiome, union le suivant de B. Pourquoi on a dit que c'est l'union de suivant de B? Parce qu'on a la règle B qui donne AS. Donc, le S, c'est le dernier élément qui se trouve à droite. Donc, le suivant de S, c'est le suivant de B. Bien. On laisse de côté afin de calculer le suivant de B. Donc, le suivant de A tout d'abord. Le suivant de A. D'après la règle de S, le suivant de A, c'est le premier de B. On l'a déjà calculé. C'est le AC. Donc, ceci, d'après la règle, S donne AB. Le suivant de A, c'est le premier de B. On l'a déjà calculé au niveau du premier, donc ça va nous donner A et C. Bien, le suivant de B maintenant. C'est quoi le suivant de B? On a combien de B au niveau de notre grammaire? On a le premier B qui se trouve au niveau de la règle de S. Donc, le suivant de B, c'est le suivant de S parce qu'on a la règle S donne A, B. Le B, il se trouve comme étant le dernier élément à droite. Union, le Donc, premier de A aussi. union, le suivant de A. Le suivant de A. Union le suivant de A parce qu'on a la règle A qui donne petit b, grand B. Le B, il se trouve comme étant le dernier élément à droite. Et aussi, Union, le premier de B. parfait, union, le premier de B parce qu'on a la règle B donne C, B, B. Le suivant de B, c'est le premier de B. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté le premier de B. On a la règle B qui donne C, B, B. Donc, l'élément qui vient après le B, ce sera le premier de B, parce qu'on a B et B, deux B qui se suivent. Donc, le suivant de S, c'est déjà le $. Le suivant de A, on l'a déjà calculé, c'est A, C. Et le premier de B, on l'a déjà calculé, c'est AC. Donc, ça va être $A et C. Par la suite, on peut mettre à jour notre suivant de S. Ça va être le $A et C. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Parfait. Bien. Donc, ça, c'était un petit rappel au niveau des premiers et des suivants. Donc, on a aussi appliqué ces deux objectifs-là et ces deux concepts sur la fameuse grammaire ETF. Donc, si je vous rappelle cette grammaire-là, donc pour pouvoir encore continuer à appliquer les algorithmes sur cette même grammaire, puisqu'on a déjà dit que toute l'analyse syntaxique, on va l'appliquer à chaque fois sur la même grammaire pour voir euh, les différents objectifs et les différentes recommandations sur une même grammaire. Donc, la grammaire ETF, c'est E qui donne T, E', le E' qui donne plus TE' ou moins TE' ou epsilon. Le T qui donne FT', le T' qui donne étoile FT' ou
division ft' ou epsilon, et finalement le f qui donne E entre parenthèses ou bien NB. Donc, ça, c'était la grammaire ETF, c'est la grammaire de la calculatrice basique. Donc, c'est la grammaire de la calculatrice basique. On l'a déjà calculé son premier, son suivant. Et maintenant, pour pouvoir avancer dans les objectifs, on revient toujours vers cette même grammaire. Et je vais vous rappeler encore une fois par la même occasion comment calculer le premier et le suivant de chaque symbole non terminal. Donc, pour ce faire, on va avoir, j'aimerais bien gagner de l'espace. Quand même. Donc, je vais essayer de profiter. Bien. Donc, le premier de E, on l'a déjà calculé. C'est l'ensemble des symboles terminaux avec lesquels peut commencer E. Donc, le premier de E, ça va être le premier de T. C'est quoi le premier de T? Le premier de T, c'est le premier de F. Le premier de T, c'est le premier de F. C'est quoi le premier de F? C'est le premier de F. C'est parenthèse ouvrante et NB. Donc, on a parenthèse ouvrante et NB sont les premiers de F. Par la suite, on peut conclure le premier de T, c'est parenthèse ouvrante aussi et NB. Et le premier de E aussi, c'est parenthèse ouvrante et NB. Bien. Le premier maintenant de E', c'est le plus, moins ou bien epsilon. Le premier de E, plutôt de T', le premier de T', c'est étoile, division et epsilon. Bien, donc ça c'était du côté premier. Le suivant maintenant, le suivant de E, on a E, c'est un axiome, donc on a forcément le dollar. On a aussi au niveau de la règle de F, on a E entre parenthèses. Donc, on a la parenthèse fermante qui vient après le E. Donc, les suivants de E sont dollar et parenthèse fermante. Le suivant de T, c'est le premier de E'. C'est le premier de E'. Puisque E' contient parmi ses premiers epsilon, donc le suivant de T, c'est le premier de E', privé de epsilon, union le suivant de E. Donc le premier de E', c'est plus, moins. On va éliminer l'epsilon. Donc, le T, il devient maintenant le dernier élément à droite. Donc, union E, ça va donner, union le premier de E, ça va donner dollar et parenthèse fermante. Donc, plus, moins, dollar et parenthèse fermante. Le suivant de F, le suivant de F, c'est le premier de T'. Le suivant de F, c'est le premier de T'. Puisque le premier de T', il contient epsilon, donc c'est le premier de T' privé de epsilon et union le suivant de T. Union le suivant de T. Donc, le suivant de F, c'est le premier de T', c'est étoile, division, union, le suivant de T, c'est-à-dire le plus, le moins, le dollar et la parenthèse fermante. Donc, ce sont les suivants de F. Maintenant, le suivant de E'.
Le suivant de E', c'est le suivant de E, d'après la première règle. C'est le suivant de E. On l'a déjà calculé, c'est $, et parenthèse fermante. Et finalement, le suivant de T', le suivant de T', c'est le suivant de T. D'après la règle, T donne Ft'. On a déjà calculé le suivant de T, c'est plus, moins, $, et parenthèse fermante. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est bon? Allô? C'est bon aussi. On l'a déjà fait, là, hein? C'est un rappel, là. Parfait, très bien. Ben, donc, ça, c'était encore un rappel au niveau du premier et du suivant. Et c'est exprès que j'ai rappelé la même grammaire parce on va continuer euh, l'objectif de cette séance-là. On va l'appliquer sur cette même grammaire, bien sûr. Bien. Donc, maintenant, l'objectif de notre séance, c'est le traçage de la table d'analyse. Mais en fait, c'est quoi une table d'analyse? Une table d'analyse, c'est une matrice. Donc, on a des lignes et on a des colonnes. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau des lignes? Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau des colonnes? C'est très simple. Au niveau des lignes, on va mettre les symboles non terminaux de la grammaire. Les symboles non terminaux. Donc, ça, c'est du côté ligne de la matrice. Au niveau des colonnes, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les symboles terminaux plus le $, qui est bien sûr la marque de la fin de la chaîne. Donc, c'est très simple. Au niveau des lignes, on va mettre les symboles non terminaux. Au niveau des colonnes, on va mettre les symboles terminaux. Bien évidemment, on va mettre aussi le $. C'est un symbole qui va représenter la marque de fin de la chaîne. Bien évidemment, j'attire votre attention, pas d'epsilon. Pas d'epsilon, c'est très important. Pas d'epsilon. Et c'est tout à fait logique qu'on ne va pas mettre l'epsilon, puisque on s'est mis d'accord que si on a, par exemple, epsilon parmi les premiers de B, donc on va passer au premier de C, qui n'est autre que le suivant de B. Donc, on ne met jamais l'epsilon. Faites attention à ça, hein. C'est clair? Donc, au niveau des suivants, on ne met jamais l'epsilon. Donc, c'est tout à fait logique. Au niveau de la table d'analyse, on va mettre tous les symboles terminaux. Bien évidemment, on va ajouter le $, c'est la marque de fin de la chaîne, et on ne met jamais le epsilon au niveau de notre table d'analyse. Donc, par quoi on va remplir les cases d'intersection? On va les remplir par des règles au niveau de l'intersection entre les symboles terminaux, les symboles non terminaux et les symboles non terminaux. On va remplir les cases, bien sûr. On ne va pas remplir toutes les cases, évidemment, mais on va remplir les cases concernées par les règles adéquates pour le passage entre un symbole non terminal et un symbole terminal. Donc, je vais vous montrer comment on va faire ça. C'est très simple. On va appliquer ce concept-là sur notre grammaire classique. Donc, on a cette grammaire-là. On va essayer de tracer la table d'analyse. Donc, j'aimerais bien gagner plus d'espace.
C'est mieux comme ça. Bien. Donc, pour profiter de la largeur de la page, donc on a combien de symboles non terminales? On a 5, je pense. E, E', T, T', et finalement, c'est le F. Je vais reprendre ça. Finalement, c'est le F. Bien. Donc, ce sont les symboles E, E', T, T', et F. Au niveau de, je vais être dans l'obligation de faire une autre ligne. Bien. Donc, ça, c'est le E. Donc, au niveau des colonnes, on va avoir les symboles. Il n'y a aucune importance au niveau de l'ordre, mais juste, on va mettre les symboles terminaux au niveau de notre grammaire. Donc, ça sera le plus, moins. Il n'y a aucun ordre à suivre. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel ordre que vous voulez. Donc, plus, moins, étoile, division, NB, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante et le dollar. Donc ça concerne le traçage de la table d'analyse. Donc ça, c'était notre table d'analyse. Maintenant, comment on va la remplir? Donc, je rappelle encore une fois, on met les symboles non terminaux au niveau des lignes, on met les symboles terminaux au niveau des colonnes, on ne met pas l'epsilon et on injecte le dollar puisque c'est la marque de fin de la chaîne. Donc, c'est très simple. Pour remplir cette table d'analyse, il n'y a rien d'extraordinaire. On va remplir par exemple la ligne de E. On commence par exemple avec le nom terminal E. Pour remplir la ligne de E, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder les premiers de E. Les premiers de E. Quels sont les premiers de E? C'est la parenthèse ouvrante et le NB. Donc, on va remplir la case d'intersection entre le E et ses premiers. On va remplir les cases d'intersection entre le E et ses premiers. Quels sont les premiers de E? Sont la parenthèse ouvrante, c'est-à-dire cette case-là, et la parenthèse NB. Donc, c'est cette case-là. Donc, c'est très simple. On remplit les cases d'intersection entre un nom terminal et ses premiers. Dans notre cas, le premier de E, c'est parenthèse ouvrante et NB. Donc, on va remplir la case d'intersection entre E et NB et entre E et la parenthèse ouvrante. Par quoi on va la remplir? C'est très simple, par la règle qui va nous permettre de lire ces deux symboles-là, le NB et la parenthèse ouvrante. Autrement, c'est la règle E qui donne TE'. On est en train de remplir la ligne de E, donc on va utiliser la règle de E. Donc, entre le E et le NB, on va mettre la règle E qui donne TE'. Et entre le E et la parenthèse ouvrante, on va mettre la règle E qui donne TE'. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ou non? Allô? Est-ce que c'est clair ou non? فهمت مسيو تعود. Pour remplir la ligne de E, on va voir les premiers de E. On a déjà calculé les premiers de E. Quels sont les premiers de E? Sans parenthèse ouvrante et NB.
Donc, on va remplir la case d'intersection entre le nom terminal E et le symbole terminal NB. À titre d'exemple, si on a le premier de A, c'est petit a et petit c. On a la règle, par exemple, A qui donne petit a ou qui donne petit c, à titre d'exemple. Donc, si on veut tracer la table d'analyse, on va avoir le A comme étant un symbole non terminal qui se trouve en ligne. On va avoir le petit a qui est un symbole terminal, donc c'est en colonne. Le petit c qui est un symbole terminal, donc qui se trouve en colonne. Donc, quels sont les premiers de A? On a petit a et petit c. Donc, comment on va remplir les cases? Entre le A et le petit a qui est son premier, on va mettre la règle A qui donne petit a. A donne petit a. Entre l'autre premier, le A, c'est-à-dire avec le petit c, on va mettre la deuxième règle qui est A donne petit c. Donc, ça va être A donne petit c. Est-ce que tu vois? Oui, oui, C'est bon, Youssef? Voilà. c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc, on revient à notre grammaire. On a les premiers de E, c'est NB et parenthèse ouvrante. On l'a déjà calculé. Et ça, c'était le rôle pourquoi on calcule le premier. C'est pour l'utiliser au niveau de la table d'analyse. Donc, le premier de E, c'est NB. Entre E et NB, on va mettre la règle E qui donne TE', puisqu'on a une seule règle à appliquer. Dans ce cas-là, E donne TE'. Donc, on n'a pas le choix. On va mettre uniquement la règle E qui donne TE'. Au niveau de la case d'intersection entre le E et la parenthèse ouvrante, on va mettre la même règle puisqu'on a une seule règle à appliquer. E donne TE'. Pourquoi on a laissé les cases vides, c'est-à-dire la case entre E et le plus, la case entre E et le moins, la case entre E et étoile, division, parenthèse fermante, et dollar? Pourquoi on a laissé toutes ces cases-là vides? Parce que ces symboles-là ne figurent pas parmi les premiers de E. On est en train de remplir la ligne de E. Les premiers de E sont deux symboles terminaux seulement, donc on remplit les deux cases de ces deux terminaux seulement. Donc, puisque le dollar ne figure pas parmi les premiers de E, donc la case, elle va rester vide. La parenthèse ouvrante, elle ne figure pas parmi les premiers de E, donc la case, elle sera vide aussi, etc., etc. Donc, pour la ligne de E, on a deux premiers, NB et parenthèse ouvrante. Donc, on va remplir la case d'intersection entre E et NB et entre le E et la parenthèse ouvrante. Donc, et les autres cases, elles vont rester vides. Bien, on passe au premier de E'. Donc, laissons pour tout à l'heure le premier de E'. Je vais vous dire pourquoi. On va passer directement au premier de T. Quels sont les premiers de T? Les premiers de T sont On a facilement parenthèses. Loaï, j'ai pas entendu, il y a un problème au on niveau a de ton micro. facilement imprimé des M. Parfait. Ce sont les mêmes que le premier de T, de E plutôt. Donc, le premier de T, c'est parenthèse ouvrante et NB. Donc, on va voir entre la case de T et NB, on va remplir la case d'intersection. Entre T et parenthèse ouvrante, on va remplir aussi la case d'intersection. Donc, on a une seule règle, T donne FT'. Donc, entre T et NB, on va mettre la règle T qui donne FT'. Et entre la case d'intersection entre T et parenthèse ouvrante, on va mettre aussi la même règle, T qui donne FT'. Puisque c'est une seule règle, donc on va la mettre quel que soit le symbole, bien sûr.
Donc, de la même façon, dollar, parenthèse fermante, division, multiplication, soustraction et addition, toutes ces cases-là, elles vont rester vides parce qu'elles ne figurent pas au niveau des symboles premiers. Bien, on passe au premier de F. Ce sont les mêmes que les premiers de T et les premiers de E. Donc, on va remplir les cases d'intersection entre F et NB et entre F et parenthèse ouvrante. Donc, entre le F et le MB, on va mettre la règle F qui donne NB. C'est la règle qui va nous permettre de lire le symbole NB. Et au niveau du F et la parenthèse ouvrante, on va mettre la règle F qui donne E entre parenthèses. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi? On a deux règles, F qui donne NB ou E entre parenthèses. Au niveau de la table d'analyse, on a F et on a les deux symboles NB et parenthèse ouvrante. Donc, entre le F et le MB, on va mettre la règle de NB. Donc, F donne NB. Et puisqu'on va maintenant voir l'autre premier, c'est la parenthèse ouvrante, certainement, ça sera l'autre règle parce qu'il contient la parenthèse ouvrante. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on met? On met la règle qui permet de lire la parenthèse ouvrante. Donc, c'est F qui donne E entre parenthèses. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur, c'est bon. Donc, si vous avez une seule règle, comme tout à l'heure, par exemple, si vous avez A qui donne grand E, par exemple. Donc, entre le A et les premiers de A, si vous avez plus qu'un premier de A, vous allez mettre seulement la règle A qui donne E. A qui donne E. Mais si vous avez plusieurs règles au niveau de A, c'est-à-dire A, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, A qui donne A ou B ou C, par exemple. Donc, on a le A, on a trois premiers, le petit a, le petit b, le petit c. Donc, entre le A et le petit a, on va mettre la règle A qui donne petit a. Entre le A et le petit b, on va mettre la règle A qui donne petit b. Et entre le A et le petit c, on va mettre la troisième règle, A qui donne petit c. Puisqu'on a trois règles. En fin de compte, A donne A ou B ou C. Ce sont trois règles. C'est A donne petit A donne petit b, A donne petit c. Donc, pour chaque symbole, on met la règle qui correspond, qui permet de lire ce symbole-là. C'est clair? Mais si vous avez une seule règle, comme dans ce cas-là, A donne E, donc vous n'avez pas le choix ici. Au niveau de tous les premiers de A, vous allez mettre la même règle un peu partout, puisque vous avez une seule règle. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Bien. Donc, on a rempli les cases ou bien les lignes de E, T et F. Maintenant, on va voir les lignes de E' et de T'. Bien. Donc, regardons bien maintenant. Quels sont les premiers de E'? Les premiers de E', sont plus, moins et epsilon. Donc, comme d'habitude, entre le E' et le plus, on va mettre la règle. Entre le E' et le plus, on va mettre la règle E' donne plus TE'. Entre le E' et le moins, on va mettre la règle E' donne
moins TE'. Et puisqu'on a epsilon parmi les premiers de E', تعدوا البريمير اللي بعدها مسي le suivant, on va passer au suivant de E'. Donc, si on a epsilon parmi les premiers d'un nom terminal, on va passer au suivant de ce nom terminal-là. Et c'est tout à fait logique. Je vous rappelle l'exemple. Si on a A qui donne B, C, D, si vous avez epsilon qui appartient au premier de B, alors vous allez passer au premier de C. C'est quoi le premier de C? Ce n'est autre que le premier de C, c'est le suivant de B. Donc, si on a epsilon parmi les premiers de C, alors automatiquement, on va passer au suivant de C. Donc, si vous avez epsilon qui appartient au premier de A, à titre d'exemple, voilà, premier d'un symbole non terminal pour généraliser, premier d'un symbole non terminal, alors qu'est-ce qu'on fait? On passe au suivant de ce non terminal. On passe au suivant. Et c'est tout à fait logique. Donc, par correspondance, si on a epsilon qui appartient au premier de E', alors qu'est-ce qu'on fait? On passe au suivant de E'. Et c'est tout à fait logique. Donc, je reviens vers la table d'analyse. On a epsilon qui se trouve parmi les premiers de E'. Donc, forcément, on va passer au suivant de E'. Et ça, c'est la relation entre le premier et le suivant. C'est le fait d'avoir le epsilon qui se trouve parmi les premiers. Donc, soyez sûr à 100% que vous allez passer au suivant de ce nom terminal-là, parce que vous avez epsilon parmi les premiers. Donc, epsilon se trouve parmi les premiers de E', donc on va passer au suivant de E'. Quels sont les suivants de E'? Sont $ et parenthèse fermante, $ et parenthèse fermante. Donc, entre E' et la parenthèse fermante, on va mettre la règle correspondante. C'est le E' qui donne epsilon. Et entre le E' et le $, on va mettre la règle correspondante. C'est le E' qui donne epsilon aussi. Est-ce que c'est clair? Donc, on remplit les cases avec les premiers. Si on a un symbole, si on a epsilon qui se trouve parmi les premiers d'un nom terminal, à ce niveau, vous allez passer à ces suivants. Et vous allez mettre la règle qui permet de lire ces symboles-là. Dans notre cas, on a E' qui donne epsilon pour la case d'intersection entre E' et parenthèse fermante, et aussi pour la case d'intersection entre le E' et le $. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, au niveau de la ligne de E', on va avoir 4 cases qui sont remplies. Pourquoi? Parce qu'on a 2 premiers qui sont le plus et le moins, et le fait d'avoir l'epsilon, ça va nous amener à 2 suivants qui sont le $ et la parenthèse fermante. Donc, en tout et pour tout, on va trouver 4 cases remplies, plus et moins, et grâce au epsilon, on va passer au $ et à la parenthèse fermante. Donc, ça, c'est du côté ligne de E'. On passe à la ligne de T. Ça sera le même principe. Les premiers de T' sont étoile, division et epsilon. Donc, puisqu'on a epsilon, donc on va passer au suivant de T'. C'est le même raisonnement. À chaque fois où vous avez epsilon,
Donc, soyez sûr que vous allez passer à son suivant. Donc, le premier de T', c'est étoile et division. Entre le T' et l'étoile, on va mettre la règle qui permet de lire l'étoile. C'est T' donne étoile F T'. Entre T' et division, on va mettre la règle T' qui donne division F T'. Et puisqu'on a epsilon parmi les premiers de T', on va passer au suivant de T', à savoir plus, moins, dollar et parenthèse fermante. Donc, les suivants de T', on va les remplir par la règle T' donne epsilon. Donc, on a le plus, T' donne epsilon. On a le moins, T' donne epsilon. On a le dollar, T' donne epsilon. Et finalement, on a la parenthèse fermante, T' donne epsilon. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, monsieur, c'est clair. Parfait. Bien. Donc, une fois qu'on a rempli notre table d'analyse, donc c'est un jeu d'enfant, donc il n'y a rien de particulier au niveau du remplissage. Il reste la conclusion à partir de la table. Donc, il nous demande, est-ce que notre table d'analyse est-elle LL1 ou non? Donc, pour savoir répondre à cette question-là, il faut savoir tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire LL1. Une grammaire LL1 ou bien une table d'analyse LL1. Le premier L, c'est le premier left. Ça veut dire qu'on va lire de gauche à droite. On va lire les symboles de gauche à droite. Et c'est tout à fait logique. Si on a une chaîne A, A, B, B, C, A, par exemple, on commence par lire le premier A. On commence par lire ce symbole-là, puis on passe vers l'autre A, puis vers le B, etc., jusqu'à arriver à $, qui est la marque de la fin de la chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de lire de gauche vers la droite. Donc, le premier L, ça veut dire qu'on va faire une lecture de gauche vers la droite. Le deuxième L, c'est le deuxième left. On va faire des dérivations à gauche. On a déjà vu deux types de dérivations qui sont la dérivation à droite et la dérivation à gauche. Donc, dans ce type-là d'analyse, on va utiliser la lecture de gauche à droite et on va faire une dérivation à gauche. Le dernier élément de cette famille-là, c'est le 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1? On va lire un symbole, un seul symbole à l'avance. Comme je vous ai déjà expliqué dans les séances précédentes, le curseur, il va lire à chaque fois un seul symbole. Donc, notre indice, ça va être le 1. Donc, pour vous généraliser et pour généraliser plutôt l'idée ou bien pour vous donner encore plus de perspectives, on a par exemple le premier type qui est le LL. Le LL, on a le LL1, le LL2, le LL3, etc. Ça, c'est une première technique, c'est l'LL. On a la deuxième technique qui est l'LR. On a LR0, LR1, etc. Le premier L, ça veut dire qu'on va lire de gauche vers la droite. Le deuxième symbole, c'est le R. Ça veut dire qu'on va faire des dérivations à droite. Dérivation à droite.
et à chaque fois, on va lire un symbole, deux symboles, etc., etc. On a un autre type d'analyse qui est l'SLR. C'est la même chose. On va faire des lectures de gauche vers la droite. On va faire des dérivations à droite, sauf que ça va être d'une manière qui est symétrique. Donc, il y en a plusieurs types d'analyse. Pour vous, ce qui vous intéresse uniquement, c'est l'analyse LL. Vous n'êtes pas censé savoir les types d'analyse LR, SLR, etc., etc. C'est hors de votre programme. Donc, vous êtes limité uniquement au type d'analyse LL1. Est-ce que c'est clair? Donc, le premier L, c'est le fait de lire de gauche vers la droite. Le deuxième L, c'est de faire des dérivations à gauche. Chaque fois, un seul symbole à l'avance. Donc, vous êtes limité à votre niveau, vous êtes limité au type d'analyse LL1. Est-ce que c'est clair ou non? Mais malgré ça, je vous ai donné des idées sur les autres types d'analyse. Vous n'êtes pas censé les connaître, c'est juste pour votre culture générale ou bien pour les personnes qui s'intéressent à cette partie-là. Est-ce que c'est clair? Donc, vous serez limité et vous êtes limité seulement au type d'analyse LL1. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, monsieur. Donc, une fois qu'on a connu qu'est-ce que ça veut dire LL1, pour répondre à cette question, c'est très simple. Une table d'analyse est dite LL1 si on a au maximum, une seule règle, par case. Au niveau de la table d'analyse, je reviens. Ça, c'est notre table d'analyse. Je vais la copier pour gagner du temps et profiter, ne pas la reprendre encore une fois. Donc, pour savoir est-ce que notre grammaire ou bien notre table d'analyse est-elle LL1 ou non, est-ce qu'on a, au niveau de notre table d'analyse, est-ce qu'on a au maximum une seule règle par case? Si c'est le cas, si on a au maximum une seule règle par case, alors la grammaire, elle est LL1. Si on a plus qu'une règle par case, alors la grammaire, elle n'est pas LL1. Et on se limite au fait de dire qu'elle n'est pas LL1. On ne peut pas dire qu'elle est LL2, LL3, non, c'est hors de votre programme. Vous êtes limité à dire que si c'est LL1, ça veut dire qu'il y a une seule règle par case au maximum, sinon ce n'est pas LL1. Est-ce que c'est clair? Donc, dans notre grammaire ici, dans notre table d'analyse qu'on l'a déjà construite à partir du calcul du premier et du suivant, si on examine les différentes cases de notre table, on peut trouver qu'il y a au maximum une seule règle par case. Il y en a des cases qui sont vides, il y en a d'autres cases qui sont remplies et elles sont remplies par une seule règle. Donc, on a au maximum une seule règle par case. Donc, notre table d'analyse, elle est LL1. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, monsieur. Un contre-exemple. Je vais ajouter quelques pages. Par exemple, si après avoir calculé le premier et le suivant d'un symbole non terminal, par exemple, on va trouver entre le A et le petit b, on va trouver la règle A qui donne petit b grand X, A qui donne petit b grand B petit a, par exemple. Au niveau de notre grammaire, on a la règle A qui donne bx ou b petit a.
Donc, après avoir calculé le premier de A, au niveau du remplissage de la table d'analyse, on va trouver deux règles qui permettent de lire le B. Donc, certainement, on va les mettre. Donc, ici, dans cette case-là, le fait d'avoir le nombre de règles par case, il est inférieur ou égal à 1, ceci, il est faux. Parce qu'on a deux règles par case. Donc, la grammaire ou bien la table d'analyse, dans ce cas-là, la table d'analyse n'est pas LL1. Pourquoi? Parce qu'on a plus qu'une case, plus qu'une règle au niveau d'une même case. Est-ce que c'est clair? Ça, c'était la différence entre le type d'analyse LL1 et l'analyse ou bien la table qui n'est pas LL1. Donc, c'est le fait de vérifier le nombre de règles par case. Si vous avez au maximum une seule règle par case, alors votre grammaire est dite LL1. Donc, c'est comme dans ce cas de figure-là, parce qu'il y a au maximum une seule règle par case. Et si vous avez un cas particulier dans lequel vous avez une case qui contient plus qu'une règle, alors vous pouvez dire que la grammaire, elle n'est pas LL1 et vous arrêtez à ce niveau-là. Vous ne dites pas qu'elle est LL2 ou bien elle est LL3, etc. Vous ne savez rien à propos de cette technique-là, seulement vous êtes limité à l'analyse LL1, c'est tout. Est-ce que c'est clair? واضح معناتها ماشي. باش نقولوا ال ال 1 ونتعداو ما نعملوا شيء. Sahid. Si elle est LL1, ça veut dire que vous avez une seule règle par case. Donc, vous dites qu'elle est LL1 et vous arrêtez à ce niveau. Si vous trouvez qu'il y a plus qu'une règle par case, vous dites qu'elle n'est pas LL1 et point final. Est-ce que c'est clair? كي نبدا نعمل في التابل داناليز وتعرضني ال 2 ناقص معناها من غير ما نكملها. Vous remplissez toute la table. Vous remplissez toute la table et à la fin, vous allez dire que ce n'est pas LL1. D'accord. C'est clair? C'est clair. Parfait. Donc, l'idée, c'est quoi? Par exemple, on peut vous donner un petit exercice. On vous donne une grammaire et on vous propose une seule question. Tracez la table d'analyse et conclure. Regardez bien. On vous donne une grammaire et on vous donne une seule question. Tracer la table d'analyse et conclure. Qu'est-ce qu'on fait si on se trouve dans une situation pareille? Autrement et implicitement, il nous a demandé de calculer le premier, sans le dire bien sûr, calculer le premier, ensuite calculer le suivant, ensuite tracer la table d'analyse, finalement conclure. Regardez bien, ces quatre étapes se résument en une seule question. Tracer la table d'analyse et conclure. Implicitement, il nous a demandé de calculer le premier et calculer le suivant, tracer la table d'analyse et enfin on va conclure. Parce qu'on ne peut pas tracer la table d'analyse sans calculer le premier et le suivant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez ou non l'idée? Allô? Oui, monsieur. Donc, si on vous donne une grammaire et on vous dit est-elle LL1 ou non, ou bien on vous demande de tracer la table d'analyse, qu'est-ce qu'on fait? Intuitivement, on doit calculer le premier, on doit calculer le suivant, et après, on doit tracer la table d'analyse et la remplir, bien sûr, et pour pouvoir finalement
conclure. C'est clair? Donc, on ne peut jamais tracer la table d'analyse sans pouvoir calculer le premier. Et si on a l'epsilon parmi les premiers, alors on sait tous qu'on est obligé de passer au calcul du suivant. Donc, pour tracer la table d'analyse et pour la remplir, il faut au préalable calculer le premier et le suivant de tous les symboles non terminaux. Si on trouve une seule règle par case, alors on peut dire que la grammaire ou bien la table, elle est dite LL1. Sinon, on dit qu'elle n'est pas LL1. Est-ce que c'est clair? Oui. Les autres, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon, monsieur. Parfait, très bien. Ben, c'est bien. Donc, on arrive à la fin de notre séance. Donc, c'était l'objectif d'aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va enchaîner avec le reste de ce chapitre. Le but de la table d'analyse. Donc, ce sera l'objectif de la semaine prochaine. Quel est le but de la table d'analyse LL1? Pourquoi on est censé tracer la table LL1 et dans quel but? Donc, ça sera l'objectif de la séance prochaine. Et regardez bien que c'est toute une chaîne. On commence d'abord par les symboles terminaux et non terminaux, puis on calcule le premier, puis on calcule le suivant. Pourquoi? Pour pouvoir tracer la table d'analyse LL1. Maintenant, on va voir le but de la table d'analyse, à quoi ça va servir. Elle va nous permettre de faire la simulation sur un mot bien déterminé. Donc, Monsieur, c'est tout un algorithme à appliquer. Oui, vas-y. Vas-y. monsieur تنجم تعاود لي جوست لو بروميير كيفاش تحسبه monsieur. Oh, وينك يا يوسف؟ لا 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 monsieur آه. حبيت نوقفك قبيله خاطر جوست نسيت كيفاش البرانسيب عملت تطلع على السيانس ها؟ لا لا المرة اللي والله فاتت. monsieur ما احترت monsieur احترت جوست ان بتي رابيل نسيت. وكاو باهي، نسيت. واضح واضح واضح. Parfait, parfait. Donc, le premier, c'est un ensemble qui contient des symboles terminaux avec lesquels peut commencer un nom terminal. Par exemple, si on donne S qui donne grand A, le A, il donne petit a. Donc, intuitivement, le premier de S, c'est le premier de A. On va regarder la règle de A. Par quoi commence A? Elle commence par petit a. Donc, le premier de S, c'est le premier de A, c'est le petit a. Donc, ça, c'est le cas basique, cas très simple, qui ne présente aucune astuce au niveau du calcul. Donc, par contre, si on a, par exemple, S qui donne A, B et C, on a le A qui donne petit a ou epsilon, le B qui donne petit b, le C qui donne petit c. Donc, le premier de S, c'est quoi? On regarde bien la règle de S. Le premier de S, c'est le même premier que le A. Puisque le premier de A, ça peut être soit epsilon, ça peut être soit A. Donc, puisqu'il y a epsilon parmi les premiers de A, donc le premier de S, c'est le premier de A, privé de epsilon, union Le premier quoi? de B. Parfait, union le premier de B. Mais en réalité, si vous faites de liaison maintenant, vous pouvez le faire, c'est tout à fait logique. C'est quoi le premier de B? Ce n'est autre que le suivant de A. Oui ou non? D'après la règle, regardez bien. Le premier de B, ce n'est autre que le suivant de A. Donc, le premier de S, ça va être le premier de A privé de epsilon, union le premier de B. C'est quoi le premier de B? Le premier de B, c'est petit b, parce que la règle de B, elle commence par petit b. Donc, en résultat, qu'est-ce qu'on va trouver? On a A et B. On n'a pas mis l'epsilon parce que c'est grâce à epsilon qu'on est passé au premier de B.
Le premier de C, il n'y a aucun problème à ce niveau. Le premier de C, c'est le petit c. C'est bon, monsieur. Tu vois? Oui, Mais le cas particulier que j'insiste toujours sur cet exemple-là, donc, par exemple, on prend la même grammaire avec une petite modification. Le A, il donne petit a ou epsilon. Le B, il donne petit b ou epsilon. Le C, il donne petit c ou epsilon. Donc, regardons bien. Le premier de A, c'est quoi? C'est petit a ou bien epsilon. Le petit b, c'est quoi? C'est petit b ou le premier de b, c'est petit b ou epsilon. Le premier de c, c'est petit c ou bien epsilon. Bien. Maintenant, le premier de S. C'est quoi le premier de S? Le premier de S, c'est le premier de A. Bien. Puisque le premier de A, il contient epsilon. Donc, on va éliminer l'epsilon pour pouvoir passer au premier de B. Donc, privé de epsilon, union le premier de B. Puisque le B, il contient aussi epsilon. Donc, on va passer au premier de C. Donc, privé de epsilon, union le premier de C. Et puisque C, il contient epsilon, on va passer à quel symbole? Il n'y a rien après le C. Donc, on ne va pas éliminer l'epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Premier de A privé de epsilon, ça va être A. Premier de B privé de epsilon, ça va être B. Premier de C, ça va être C et epsilon. Donc, en tout et pour tout, qu'est-ce qu'on va avoir? A, B, C et epsilon. Et c'est tout à fait logique. Regardez bien. Si on a epsilon parmi les premiers de A, epsilon parmi les premiers de B, epsilon parmi les premiers de C, donc ça va être la règle S qui donne epsilon. Donc le premier de S, ça va être epsilon. Est-ce que c'est clair? Allô? Est-ce que c'est clair? والA بي سي ما نحطهم يتحط كان ابسيلون. A, B, C et epsilon, j'ai dit. Le premier de ايوه. S. Je vous explique l'epsilon. Mais bien اي. sûr, on a le A, on a le B, on a le C, bien sûr. C'est bon, c'est clair, monsieur. Parfait, très bien. Parfait. Donc, on arrive ici à la fin de notre séance. Donc, on va enchaîner la semaine prochaine avec le but de la table d'analyse LL1. Pourquoi on va la tracer? Pourquoi on est censé la tracer? C'est le fait, ça va être utilisé pour simuler le comportement et le fonctionnement de la grammaire sur un mot bien précis ou bien sur une chaîne bien précise. Donc, vous allez voir que on a calculé le premier, non pas pour vous embêter, le suivant aussi, mais le premier, si on va trouver l'epsilon, donc on est obligé de calculer le suivant. Avec le premier et le suivant, on va tracer la table d'analyse. Une fois qu'on a trouvé la table d'analyse, on va l'utiliser pour voir le comportement et la simulation de la grammaire sur un mot bien déterminé en utilisant bien sûr quelques notions que vous avez déjà vues auparavant dans d'autres modules et je vais faire un petit rappel là-dessus. Donc, Inch'Allah, ce sera l'objectif de la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Essayez de revoir les séances qui ont été déjà mises au niveau du classroom. Ou, Inch'Allah, on va se rencontrer la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et bon appétit à tout le monde. Merci. شيء طيب monsieur. شيء طيب، نسيب سلام. Salam. شيء طيب. Merci.